On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du Centre d'interprétation des énergies renouvelables. Ça vient d'un organisme qui est basé ici, à Richelieu, pas très, très loin. Mais d'abord, parlons du Salon du collectionneur 4e édition, mais la première au stade de Dupont-Ford, début mai, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça sent vraiment le printemps parce que le Salon du collectionneur est à nos portes. 4e édition cette année, mais la première édition au stade de Dupont-Ford à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre invité pour en parler, Maxime Belair, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Déjà 4 ans, et là, déjà, on change de lieu parce que, bon, les 3 premières années, vous étiez au Colisée. Oui. Là, on s'en va au stade Dupont-Ford. Qu'est-ce que ça va changer dans les fêtes? Mais Qu'est-ce que vous souhaitez que ça change? C'est sûr que l'idée, c'est de pouvoir accueillir plus de gens en même temps dans l'édifice. C'est sûr que le Colisée, on était un petit peu plus restreint au niveau du plancher principal. Ouais. Fait que là, en ayant 65 000 pieds carrés intérieurs pour nos activités, mais là, c'est qu'on peut évoluer au niveau de la programmation, offrir plus au public sur un plancher beaucoup plus imposant. Là. Bon. Comment l'idée d'aller au stade s'est-elle matérialisée? Est-ce que c'était un vœu que vous aviez? Puis en fait, encore, il faut que les dates fonctionnent, je ne sais pas trop, mais bref, comment l'idée est allée de dire, bien, on pourrait faire ça là? On avait parlé déjà la deuxième année. C'est juste que, veux pas rôder un événement, ça demande une certaine logistique, puis, tu sais, on prend de l'expérience dans la façon de le gestionner, tu sais. Puis, là, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu des propositions qui ont été données à notre équipe. On n'était pas certains, sauf que là, il y a des rénovations en même temps que notre événement qui aurait eu lieu au Colisée. Fait que là, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Puis on s'est dit, garde, on se lance, puis on va saisir l'opportunité qui nous a été proposée d'avoir le stade avec Rodrigo, là, qui est celui qui s'occupe du stade. Fait qu'on a sauté dedans, puis on s'est dit, garde, c'est cette année qu'il faut le faire parce qu'on avait trop de demandes au niveau promoteur, activité. Fait qu'on ne pouvait pas tout rentrer de toute manière. Fait que c'était l'occasion à prendre. Quand on regarde l'expérience des 3 premières années, en moyenne, comment avez-vous eu de visiteurs? Et est-ce que vous avez eu même une certaine croissance entre la première, deuxième et troisième année? Bref, c'est quoi le topo à peu près? Oui, on a eu une montée. Sauf que la première année, on avait frappé déjà notre 3000, qui était quand même impressionnant pour une première année. On s'attendait à ça, mais en même temps, on voulait rester comme terre à terre. La première édition. Ouais. Mais on a comme toujours gardé nos chiffres jusqu'à 5000. OK. Sauf que là, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à 5000, là, c'était topé là, comme endroit parce que même si on aurait voulu avoir 8000 visiteurs, ça aurait été impossible de les accueillir à l'intérieur. Parce qu'on parle de 5000 visiteurs, mais ça reste du in et out. Là. C'est sûr. Ça reste du in et out, puis c'est sur 2 jours. Sauf que le stade à l'intérieur, c'est sûr qu'il va nous permettre d'avoir, mettons, un 2000, 2500 personnes en même temps. Puis ça va être confortable. Exactement. Bon. Pour cette 4e édition au stade Dupont-Ford cette année, qu'est-ce que vous nous réservez comme surprise ou comme valeur sûre qui reviennent? Bref, c'est quoi un peu l'ensemble de l'offre? Je te dirais que par rapport à nos 3 dernières éditions, c'est le jour et la nuit, carrément. On a vraiment misé haut, puis on emmène pour pas plus d'investissement au niveau du public, toujours avec notre 5 d'entrée gratuit pour les enfants. Ouais. On offre beaucoup plus. Là. On a des spectacles carrément sur place. Là, cette année, on a... Oh, excusez. Ça, c'est un exposant qui t'appelle pour réserver son kiosque. Sûrement, il y a des chances. Je vais juste... Ça va. Puis, en fait, on offre c'est sûr, toujours le MOS qui est la séance d'autographe avec des invités. Là. Cette année, c'est sûr, on a quelqu'un de marque là, comme Bobby Hull, qui était un gros nom dans le monde du sport. Là, on est en train de finaliser là, un groupe de la Coupe 93. On parle de 4 à 5 joueurs là, qui vont se présenter pour une séance toujours gratuite pour le public. Cette année, on va offrir quand même un optionnel. Il y en a qui veulent payer pour en avoir plus. Fait qu'on l'a rentré dans la programmation là, pour ceux qui viennent de loin et qui veulent en avoir de plus. Mais on a des expositions de voitures de prestige, des voitures à plusieurs millions. On a, avec la section du Dupont-Ford,
On a des ballons gonflables pour les enfants. On a toujours nos maquilleurs, nos clowns, nos cosplayers. On a un spectacle de lutte live avec la IWS, qui est un groupe de lutte là, qu'on voit beaucoup à RDS2. Ils ont signé un contrat avec eux. Là, fait que eux vont être là avec deux gros shows samedi, dimanche. On a un encan de soir, une grosse encan d'objets de collection qui est après le samedi dans la journée. Là, c'est vraiment en soirée vers 7 heures. On a des promoteurs. On a Vidéotron, MonVR, PlayStation Canada qui vont offrir des gros kiosques de jeux vidéo, de gaming pour les petits, les grands. Qu'est-ce qu'on a aussi? Je ne veux pas en oublier. Là. Oui, c'est vrai, on a les Rango et ses amis, qui est des gens qui vont exposer, autrement dit, des animaux un peu tropicaux, là, des araignées, des lézards, des trucs comme ça. Ça vous fait combien de kiosques? Là, oui, c'est vrai, on a quand même le double par rapport à ce qu'on avait. De kiosques? Oui, on a 200 kiosques, en fait, de vente. Wow. Fait que c'est sûr qu'on double carrément notre plancher qu'on avait à peu près 110 les autres années. Fait que sur le plancher, parce qu'on avait en haut, mais c'était des petits kiosques. Mais là, vraiment, des gros kiosques, on a 200. Fait que ça fait énormément de gestion. Puis... Comment on arrive à recruter tous ces gens-là? Probablement que dans le monde des collectionneurs, évidemment, on connaît les événements, puis on veut faire partie du nombre. Bref, comment s'établit la relation entre les promoteurs du salon et ceux qui veulent être là? Comme il y a beaucoup de bouche-à-oreille. C'est sûr qu'en étant à la 4e édition, ça se parle beaucoup entre vendeurs. Tu devrais essayer ce salon-là. Il attire beaucoup de monde. Les chiffres sont bons. Fait que ça se parle beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux vendeurs qui viennent par rapport à la bonne publicité qu'on se fait, qui se font entre eux. Ouais. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup de publicité, nous, de notre côté. Fait que les gens apprennent à voir là, souvent passer les mêmes pubs d'année en année. Puis on a des bons contacts aussi. Nous, on fait beaucoup d'événements connexes. Là, mais, est-ce que dans une année, au Québec ou au Canada, ou même aux États-Unis, près de nous, est-ce qu'il y a ce genre d'événement dans la même proportion? Oui, là, maintenant, je vous dirais que le Comic-Con ressemble beaucoup à ce qu'on fait, en beaucoup plus... c'est sûr qu'eux attirent beaucoup de grands comédiens américains, des trucs comme ça. C'est sûr que c'est des millions de dollars d'investissement, mais les coûts d'entrée, tout vient avec, là, on s'entend. Je dirais qu'en frein de plancher puis en frein de grosseur, c'est à peu près ce qui se ressemble là, actuellement au Québec. Au Canada, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là, des Comic-Con, des grosses conventions à Toronto. Il y en a des énormes, là, même. Mais ici, au Québec, là, c'est sûr qu'en frein de plancher, du même type, il n'y a rien là, qui se rapproche. C'est assez unique. Oui. Curiosité comme ça, comment vous avez fait pour booker Bob et Hall? Bien là, c'est ça. Il y en a beaucoup de contacts. C'est sûr qu'on travaille beaucoup... on travaille beaucoup avec la compagnie Classic Auction, qui est une grosse compagnie c'est une maison d'enchères de pièces, surtout sportifs mémorables. Fait que c'est vraiment une personne où on a eu une bonne affinité, on a jasé beaucoup. Avant, j'avais d'autres contacts. Maintenant, là, eux nous aident beaucoup. Là, justement, ils aiment notre événement, ils veulent nous aider à grandir. L'année prochaine, ils vont s'impliquer encore plus. Là. On va avoir probablement des grosses compagnies des États-Unis qui vont s'ajouter à l'événement en plus. Là. C'est quand même bien. Je ne sais pas où il habite aujourd'hui, Bob et Hall, mais bref, il faut le faire venir. Puis tout ça, je veux dire, mais il y a une logistique que lui, en fait, en même temps, en plus, cette fin de semaine-là, il fait un événement en même temps à Toronto. Okay. Il prend l'avion, puis il vient faire le nôtre le lendemain. Là. Wow. Fait que, oui, exactement. C'est un monsieur qui bouge beaucoup malgré son âge. Bon. En même temps, dans ce genre d'événement-là, le Salon du collectionneur, bon, il y a les kiosques, mais il y a beaucoup de transactions durant une fin de semaine. Beaucoup de transactions, effectivement. Est-ce que les gens achètent et vendent, quoi? C'est beaucoup plus de l'achat. De l'achat? Parce que les kiosques sont là pour ça. Est-ce qu'il se fait des transactions, d'échanges? J'imagine que oui. C'est sûr que les kiosques, entre eux autres, aussi en font. Ça reste tous des commerçants, fait que veut pas, ils transgissent entre eux, mais c'est beaucoup de l'achat. Il y a énormément d'achats qui se fait dans la fin de semaine là, pour les collectionneurs. Puis les familles, écoute, eux autres, ils retombent dans le passé, ils retrouvent des choses qu'il y avait anciennement, ça leur rappelle des souvenirs, ils achètent. Les enfants se mettent de la partie.
Ça fait boule de neige Mais là-dessus. c'est souvent la rencontre avec un paquet de passionnés. Oui, c'est carrément ça. Oui. C'est une gang de tripeux, de passionnés par leur domaine ou leur champ d'expertise. On aime telle ou telle affaire. Exact. C'est ça, dans le fond. C'est carrément ça. Puis là, nous, on a emmené une magie beaucoup. Ce qui est vraiment à mode avec la nouvelle génération, c'est le marché geek. Ouais. Fait que jeux vidéo, cosplayer. Fait qu'on emmène vraiment une génération qui est très explosive là, dans ce genre d'événement-là. Là, c'est toujours grandiose. Là. Fait que ça amène une magie intéressante aussi à l'événement. Puis prenons l'exemple, papa, maman, puis 2 enfants de, je ne sais pas moi, 5 ans, 12 ans, ou en pouce-pouce, ou je ne sais trop. Bref, comment ça peut se passer pour une famille? Combien d'heures on peut passer là pour que ce soit agréable, puis que les enfants aient du divertissement, puis que les enfants trouvent leur compte, comme les parents aussi? Hein? Bien, c'est sûr qu'au niveau des kiosques, je vous dirais que les enfants peuvent trouver autant leur compte que les adultes. C'est carrément la même chose, un pour l'autre. Pour les activités, je dirais que cette année, c'est mieux que jamais. Là. Écoute, ils ont des ateliers, il y a des ateliers carrément pour enfants, même offerts avec Home Depot, qui vont être là. Puis les jeux vidéo, les ballons gonflables, les mascottes, les maquilleuses, les voitures, les vedettes, le spectacle de lutte. C'est toutes des choses pour les yeux qu'ils peuvent passer carrément la journée là s'ils veulent. Là, s'ils se sentent capables avec leurs enfants, là, ils peuvent le faire. Ça va être quoi cette année? Je ne sais pas moi, la collection la plus wow? Tu dis, hey, c'est le fun, on a réussi à attirer ça chez nous, quelque chose de particulier, de Bien, inédit. c'est sûr que dans les vendeurs, il y a beaucoup de... Il y a de la vente d'objets un peu plus ordinaires, c'est sûr pour monsieur, madame, tout le monde, mais il y a toujours des vendeurs qui arrivent avec des pièces là, très particulières, là, du Star Wars originaux, là, des pièces à plusieurs milliers de dollars. Là. Fait que c'est sûr que ça fait toujours jaser, ou même dans le hockey, les gens amènent, il y a de la carte de sport là, qui valent extrêmement cher. La monnaie, c'est la même chose, les bandes dessinées... Il y a de tous les domaines avec des prix de tout genre. Là. On peut partir de 5 à 10 000 là, pour un objet. Là. Alors, donc, 4e édition du Salon du collectionneur, mais pour une première fois au stade Dupont-Ford cette année, le week-end du 4 et 5 mai. Allez faire un tour sur le salonducollectionneur.com. Merci beaucoup, puis bonne chance pour cette année. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'ateliers scientifiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Saint. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle tennis et chambre de commerce. Oui, avec Léo Royer et Michel Milot. Et en deuxième partie de TKO. Oui, monsieur, Michael Dufort, gros combat le 11 avril. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons d'ateliers scientifiques, parlons du Centre d'interprétation des énergies renouvelables. Parlons également d'une conférence de Bernard Voyer qui va se tenir au début mai dans la région ici même, la grande région du Haut-Richelieu. 2 invités pour en parler. D'abord, Claude Gauthier, qui est le président de la Fondation Jeunesse de Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Claire Tétrault, qui est la secrétaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, présentez-nous tout d'abord un peu l'organisme. Bon, vous êtes basé ou issu de la région de Richelieu, mais évidemment, vous avez aussi un mandat qui est quand même assez élargi, puis un mandat qui est aussi assez régional. Oui, disons que le Centre d'interprétation des énergies renouvelables, c'est un centre qu'on a construit dans une cour d'école qui est particulier, unique au Québec et au Canada. Ce centre-là reçoit plus de 3 500 jeunes par année.
Donc, c'est des ateliers scientifiques qu'on donne auprès de, principalement au niveau primaire. Puis cette année, on va toucher le secondaire sur un projet de biométhanisation. Donc, on va toucher à 3 MRC. Donc, on voit à faire l'éducation auprès des jeunes, la sensibilisation d'environnement avec ce centre-là. Bon, comment ça a parti? Ah, mon Dieu, j'étais Une longue histoire. Oui, j'étais parent. J'avais mes enfants à l'école, puis la cour d'école était inondée au printemps. Ouais. Les parents se plaignaient. Donc là, j'ai dit, écoute, je vais prendre le projet en main. J'ai parlé avec des parents. J'ai dit, écoute, au lieu de faire un parc école, on va faire de quoi de moderne? Quelque chose qui va faire en sorte, on va partir d'énergie renouvelable. Mais on va dans des salons d'habitation, on voit les panneaux solaires, mais après ça, une fois que tu sors tout pompé du salon, bien, ça s'arrête là. Je disais, on va prendre l'idée, puis on va le mettre dans le cours d'école. Donc là, avec un architecte, avec des parents, on a sorti des idées, panneaux éoliens, panneaux solaires, une éolienne, une géothermie, toit végétal, une serre. Donc, on a toutes eu ces idées-là, puis par la suite, après 18 mois, on a trouvé du financement, des partenaires, mais après 18 mois, on a construit le centre. Puis on a 2 animateurs aujourd'hui à temps plein qui animent des ateliers scientifiques. On s'en va aussi dans des écoles. Et l'été, on donne des camps scientifiques. Et ça existe depuis combien de temps, tout ça? Ça va faire de 11 ans. Wow! Oui. Assez fier du résultat et de ce que ça a donné aujourd'hui. Oui, puis je pense que la communauté aussi en est fière. Là, on en parle beaucoup. Donc, c'est un bon accomplissement au niveau de la communauté. Bon. Comment fonctionne donc aujourd'hui le centre d'interprétation, les activités que vous y tenez? Monsieur parlait de 2 employés maintenant à temps plein. Bref, c'était quoi un peu le quotidien du centre d'interprétation? Bien, à la base, le centre il est soutenu par la Fondation Jeunesse de Richelieu. Donc, c'est ça, le conseil d'administration dont je fais partie, c'est ça, c'est la Fondation Jeunesse de Richelieu, qui, elle, s'occupe d'aller chercher le financement pour tenir en place les employés et les ateliers aussi pour les jeunes. Et aussi, c'est sûr qu'il y a des ateliers quand c'est des écoles de l'extérieur de la région parce que c'est sûr qu'on dessert en principe, en premier lieu, les écoles de Richelieu et par la suite les écoles de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Et par la suite, bien là, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, bien c'est sûr qu'il y a un léger coût qui se rattache à ça ou quand nous, on va à l'extérieur. Mais la principale source, c'est vraiment par nos activités comme ça, nos activités de financement et les subventions qu'on va chercher pour les projets qu'on démarre là, au centre. Est-ce que c'est assez unique au Québec? Je pense que oui. Bien, disons, avec les ateliers qu'on donne qui sont réellement particuliers, par exemple, il y a 3 ans, on a fait de l'aquaponie. Donc, on avait des poissons dans la serre. Ouais. Et depuis 2 ans, on a aussi l'apiculture. Donc là, on va installer des ruches d'abeilles dans les écoles. Puis après ça, on montre justement aux élèves justement le principe, comment l'abeille va chercher justement la pollinisation, il fait le miel, puis l'extraction. Donc là, notre animateur, il montre toutes les étapes avec les élèves sur l'extraction du miel. Puis après ça, bien, ils partent avec le petit pot de miel aussi à la toute fin. Donc c'est vraiment, là, on fait des choses, des projets uniques. Puis de toute façon, on travaille des subventions, souvent. Il faut que ce soit des projets uniques. Donc ça nous oblige toutes les années d'arriver avec des projets originaux aussi. C'était quoi jusqu'ici les impacts après 10-11 ans d'existence, là? Les impacts sur les jeunes, sur les communautés, peut-être même les parents qui vous en ont parlé. Bref, c'était quoi l'impact du centre d'interprétation? Bien, jusqu'à présent, je pense que c'est surtout... bien, ça a un impact d'abord à Richelieu. La communauté de Richelieu est très attachée au centre et en est très fière aussi. Pour les enfants, il y a des enfants qui ils commencent à aller au centre à partir déjà quand ils entrent au primaire, puis ils sont presque déçus quand ils partent pour aller au secondaire parce que là, ils disent, bien là, je ne pourrais plus aller au centre ou j'aurais plus des ateliers. Il y a même des jeunes, on a entendu récemment par une professeure qui vient à notre conseil d'administration qui a dit... il y a des élèves ils sont 2 élèves présentement sur l'heure du midi qui tiennent à bout de bras le compostage parce qu'ils tiennent vraiment, là. Fait que toute la communauté, vraiment, y tient, autant les enfants, les parents,
Les parents aussi sont très heureux. Souvent, ils voient les enfants viennent à la maison. Et aujourd'hui, je suis allé faire un atelier au centre. C'était bien de fun. On a fait telle chose. Fait que tout le monde en parle dans la communauté. C'est sûr que ce qu'on vise, c'est toujours de rayonner un peu plus loin que Richelieu, puis un peu plus loin dans la province aussi. Là. Bon, parce que dans le fond, oui, en priorité, les écoles du secteur de Richelieu ou de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, mais en même temps, si vous desservez 2-3 MRC, on s'entend qu'aussi on élargit le mandat. Et vous avez probablement des demandes qui viennent de plus loin que le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. On a des écoles privées. Qu'est-ce qui est particulier depuis quelques années? On donne aussi des ateliers de l'école à la maison. Donc, des parents, des groupes de parents viennent avec les élèves au centre. Puis on donne justement des ateliers vraiment personnalisés. On dit souvent que l'éducation sert à bâtir les citoyens de demain. Hein. C'est un peu ça le mandat de l'éducation. Oui. Et on est beaucoup dans l'air du temps aussi parce que les enjeux environnementaux sont drôlement importants. Là, plus récemment, là, les gens essaient de se mettre à amener des petits sacs quand ils vont à l'épicerie, là, pas juste pour l'épicerie au complet, mais pour les fruits et légumes. Là, on est rendu là. Dans la conscientisation, puis on parle d'énergie renouvelable. En m'en venant, j'ai croisé une Tesla qui est stationnée tout juste ici. Donc, mais là, il y en a une, il n'y en a pas 12, il y en a une. Ouais. Mais c'est clair que, même chose aussi pour les voitures hybrides ou électriques, on voit que, bon, c'est peut-être pas la rapidité qu'il faudrait, non. mais les efforts sont là. Et les enfants, bien, c'est eux, les adultes de demain, là. Effectivement. Puis demain matin, le jeune, il va arriver à décider, je veux m'acheter une maison, puis je veux que ça soit plus énergie, Tout à fait. plus d'énergie, d'économie. Bien là, ils auront tout vu, là, les panneaux solaires, la géothermie. Donc, on a tout un programme qui est basé du primaire, faisant en sorte qu'on voit tous ces éléments-là. Donc, le jeune, il va sortir avec un bon petit bagage là, pour être socialement responsable. Socialement responsable pour prendre des décisions d'avenir. Bon. Samedi, le 4 mai, en fin d'après-midi, début de soirée, à l'érablière Meunier et Fils, qui est situé dans le rang des 54, conférence de Bernard Voyer, Perdre le Nord. Donc, expliquez-nous un peu la raison pour laquelle vous avez invité Bernard Voyer. Bien, d'abord, Bernard Voyer a été déjà impliqué au début de la construction du centre et tout ça. Là. Je pense que c'est la turbine qui lui est dédiée à Bernard Voyer. Là. Lui, quand on l'a contacté, c'est sûr qu'il nous a répondu oui immédiatement parce qu'il était... le centre lui tient à cœur, la cause lui tient à cœur, puis justement, ce que vous disiez tantôt au niveau de l'information aux jeunes, des jeunes de demain, lui, c'est primordial. Puis la conférence va être unique dans le sens que, bon, oui, elle s'intitule « Perdre le Nord » parce que c'est le côté... Il y a un côté environnemental, mais il y a aussi l'intégration du centre. Il y a aussi son expérience de l'Everest parce que lors de ce souper-là, au mois de mai, ça va déjà faire 20 ans qu'il a gravi l'Everest. Donc, il y aura aussi un peu de ça, mais toute une expérience, là. Moi, j'ai réalisé une entrevue avec lui pour bâtir un article et puis il est très, 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 très optimiste. Il est très heureux de pouvoir venir donner cette conférence-là unique pour nous. Là. Parce que d'ailleurs, je l'entendais dans les années qui ont suivi son ascension de l'Everest, parce que là aussi, il y a un défi environnemental. Il y a quand même des centaines et probablement plus de grimpeurs qui laissent en cours de parcours des bouteilles, toutes sortes de trucs. Hein. Ça frappe beaucoup les grimpeurs qui montent l'Everest de voir qu'il y a autant de déchets. Hein, dans un milieu qui, en principe, est assez idyllique, là, la montagne et tout ça. Et ça, c'est un autre enjeu, mais ça nous conscientise également à ce que ça peut être. Et là, dans le fond, c'est 150 $ pour le souper goûter plus conférence ou 50 $ pour la conférence seulement. Exact. Donc, les gens auront l'opportunité de choisir entre uniquement la conférence et aussi d'avoir une partie souper goûter. Exact. La partie souper-goûter, on a appelé ça souper-goûter. C'est un peu, ça va être surtout, il y a 4 chefs de la région qui collaborent avec nous de façon gratuite, là, qui vont nous confectionner des bouchées et tout ça, qui est un peu un cocktail qui va se passer entre 5 h et 18h30. Et puis, par la suite, à partir de 18h30, les gens vont passer à la salle. On va commencer nos activités. Et puis, à 19h30, la conférence de M. Voyer va débuter. Là. Ça doit être une conférence d'aux environs au moins 1h30 là,
bien rempli, puis bien, en tout cas, comme je vous dis, il est très, très emballé, puis il va nous présenter des choses uniques, puis il va nous expliquer beaucoup de choses au niveau environnemental, mais aussi au niveau humain, comment on peut aussi... il y a quelque chose d'humain à aller chercher aussi dans ce qu'il a fait d'avoir gravi l'Everest et tout ça. Et pour vous, ça devient aussi une source de financement, cette activité? Effectivement. Disons que toutes les années, c'est une bataille, hein, continue. Donc, pour l'organisme, pour essayer de survivre, on a 2 employés. Les subventions ont été difficiles au cours des dernières années. Donc, il faut toujours pallier avec des nouvelles activités. Donc, on fait ça aux 2 ans. Donc, ça nous donne un petit coup de main là, pour maintenir l'animation. Donc, souper-goûter de la Fondation Jeunesse de Richelieu, au bénéfice, bien sûr, du Centre d'interprétation des énergies renouvelables. Donc, samedi 4 mai, dès 17 h, la portion conférence à partir de 18h30 avec Bernard Voyer. Donc, un gros merci à vous. Bonne chance pour la suite, pour cette activité, pour le souper et la conférence de M. Voyer. Et pour les activités, évidemment, du Centre d'interprétation et tous les ateliers que vous allez pouvoir faire et multiplier le nombre de jeunes citoyens en devenir. Merci. Merci. Bien, là. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Il y a toujours des trousses écologiques qui sont disponibles dans certains des IGA de la région. Donc, vous avez l'inscription à l'écran en ce moment. Donc, ça vaut peut-être la peine. On se soucie beaucoup de l'environnement de nos jours. Donc, il y a des trousses maintenant qui peuvent vous aider, bien sûr. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct. C'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain.